Saint-Toublon, fait du bruit! Bonsoir tous et tous, bienvenue à l'événement Économie circulaire de Bistro Brain. Je me présente, Félix Côté, je vais être votre animateur, votre humble serviteur pour la soirée. Est-ce qu'il y en a ici que c'est leur premier événement Bistro Brain? Alors, pour information, Bistro Brain, c'est quoi? Eh bien, c'est un organisme sans but lucratif qui s'évertue à faire la promotion de la science vulgarisée à Montréal, mais aussi à Sherbrooke et à Trois-Rivières. Et l'événement de ce soir va être enregistré, donc il est possible de le revoir si vous avez tellement tripé sur les présentations sur notre chaîne YouTube. Oui, applaudissez, je check mes notes. Yeah. Je suis devant la... D'accord. Oui, génial. Alors, il va falloir se tenir ici pour nos présentations. Je le prends. Pour ce soir, on va avoir le droit à 3 petites présentations. On va avoir 2 premières présentations, un entracte et ensuite on va terminer avec notre 3e et finale. Et on va, pour chaque présentation va être suivie d'un petit minute, un petit 5 à 7 minutes de questions. Alors si vous avez des questions, vous allez pouvoir vous présenter au micro jusqu'ici et interagir avec nos présentateurs et présentatrices. Alors, comme je l'ai dit, c'est un événement qui est enregistré et également, à la fin de l'événement, il va y avoir un quiz avec des prix à gagner. Alors, restez à l'affût. Pour finir, après ça, je laisse la parole aux personnes qu'on a envie d'entendre. Bistro Brain tient à remercier le soutien de l'Association facultaire étudiante de sciences politiques et de droit de l'UQAM, l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'UQAM, les Fonds de recherche du Québec, ainsi que notre merveilleux collaborateur de la soirée, le Réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Yes! Sur ce, j'invite David Normandin, directeur exécutif du REC, à venir nous faire une petite allocution. Bonsoir tout le monde. En fait, mon nom, c'est pas David, c'est Daniel, mais bon, ouais, c'est pas grave. Tout est dans tout, exactement, c'est ça. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis très content d'avoir autant de participation. Je pense que, je sais pas si c'est une participation au record ou quoi, mais je suis vraiment épaté de votre participation. Donc, je suis effectivement directeur du réseau de recherche en économie circulaire. C'est un réseau qui regroupe 250 membres, chercheurs et étudiants qui proviennent des 18 universités du Québec, mais également de 18 universités hors Québec, hors Canada, plus 8 centres de collège, centres de transfert collégiaux à travers le Québec. Donc, c'est le plus grand réseau de recherche interdisciplinaire au monde, et c'est chez nous. Et c'est un réseau qu'on a démarré officiellement en février 2022. J'ai des membres de l'équipe avec moi ici, Laura Schmidt, Raphaël Diaz-Brandao, Cathy Bassista, Maëlle Lamar, donc des équipes qui coordonnent en fait les activités du réseau. Et en fait, à travers, outre, je dirais, la recherche qu'on finance sur l'économie circulaire dans différentes disciplines, on organise des événements pour faire connaître les chercheurs et les étudiants. Donc, aujourd'hui, c'est pour faire connaître 3 de nos étudiants. Il y en avait 4, mais finalement, il y en a une qui a été, malheureusement, qui a crié forfait à cause de la COVID. Donc, voilà. Alors, merci de votre présence. Et puis, je cède la parole à la première ou au premier étudiant qui va faire sa présentation. Yes! Oui. Je vais prendre la peine. Oui, merci, on peut l'applaudir. Daniel Normandin, voilà. Question que je fasse ma job d'animation comme du monde. On va dès maintenant poursuivre avec notre première présentation de la soirée. On va accueillir Gauthier Bouchenoir qui va nous présenter l'économie de fonctionnalité au service des bâtiments. Pour le présenter, laissez-moi lui faire une petite présentation. Gauthier est étudiant à la maîtrise en génie des énergies renouvelables et efficacité énergétique à l'ETS. Il est aussi impliqué dans la fresque du climat, la fresque de la biodiversité et la fresque de l'économie circulaire. Je lui laisse la parole. Le pointeur est ici. Micro, attends.
vais mettre là ou... Tu peux te monter ici et mettre là. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, moi aujourd'hui je vais vous parler de l'économie de fonctionnalité et donc comment elle fonctionne et comment elle est appliquée au bâtiment et est-ce qu'elle peut permettre de réduire les consommations énergétiques des bâtiments. Voilà. Avant de vous parler d'économie de fonctionnalité, je vais recontextualiser un petit peu en vous parlant de dans quelle économie nous on se situe. Et pour ça, on va rentrer dans la vie d'une voiture. Donc, qu'est-ce qu'une voiture ? Au départ, c'est des ressources qu'il faut extraire, puis qu'on va transformer pour fabriquer des voitures. Et ensuite, on va les distribuer avant d'arriver dans les mains du client ou de l'usager. Et une fois qu'on a utilisé cette voiture-là, elle arrive en fin de vie, donc quand elle ne peut plus être utilisée. Et là, la plupart du temps, maintenant, elle se retrouve à la poubelle. Voilà. Donc, ce que vous venez de voir là, c'est la montagne de valeurs. Donc, c'est en ordonnée la valeur du produit, donc la valeur de la voiture. En abscisse, c'est le temps. Et finalement, en fait, là, on a vu que la voiture, au début, c'est des ressources, puis elle est transformée, puis elle est distribuée. Ça, c'est le premier pilier. C'est la phase de pré-usage où la voiture va prendre en valeur. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est l'usage. Donc là, la valeur reste à peu près constante, la valeur du produit. Et finalement, on arrive en fin de vie, donc le dernier pilier, le post-usage, où là, elle perd complètement de sa valeur. Donc finalement, nous, maintenant, actuellement, on cherche à minimiser l'usage et du coup la fin de vie aussi. On parle souvent d'incinération ou de stockage pour créer sans cesse de la valeur et donc retourner au début de boucle, donc à l'extraction. Donc la valeur est liée à l'extraction des ressources. Voilà. Nous, on va s'intéresser à la phase d'usage pour l'économie de fonctionnalité. Donc comment on peut changer ça ? Et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez combien de temps une voiture reste stationnée lors de son usage ? À peu près. Je sais pas si... 92 ? C'est ça. Bien joué. C'est 92% du temps. Eh ben, la voiture reste stationnée. Voilà. Donc, maintenant, parlons d'économie de fonctionnalité. Donc, comment changer ça ? Donc, au lieu de vous proposer d'acheter une voiture, eh bien, on va vous proposer plutôt un service. Donc, un service, on vous met à disposition des voitures en échange d'un abonnement. Et donc, on ne vend plus le bien, donc on ne vend plus la voiture, mais on vend le service. Et ça s'accompagne de quoi ? Ça s'accompagne aussi de tout ce qui va avec. Donc, plus besoin de se charger de la maintenance, du stationnement et de l'essence. Voilà. Donc ça, c'est l'économie de fonctionnalité. C'est vendre le service d'un bien et non le bien en lui-même. Et ça nous permet de venir allonger ici la phase d'usage. Donc on essaye de surfer un petit peu sur la valeur du produit. Voilà. Bon, je vous ai parlé de voiture, mais le meilleur moyen de transport, ça reste le vélo. Voilà. Et donc finalement, maintenant, dans le bâtiment, donc on va appliquer ce concept-là au bâtiment. Donc au lieu de vous vendre ici des systèmes de chauffage ou des climatiseurs qui seront directement dans votre bâtiment, eh ben, il existe ce qu'on appelle des centrales de chauffage et de refroidissement urbaines
que j'ai représenté ici. Et ça, en fait, ça produit de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc, au lieu de vous vendre des systèmes, eh bien, on va vous vendre de l'eau chaude et de l'eau froide. Et ici, il y a la centrale de chauffage et de refroidissement urbaine qui s'appelle Énergir, donc qui est dans le downtown. Et c'est 5 chaudières, c'est 4 refroidisseurs. Et ça envoie justement de l'eau chaude et de l'eau froide à peu près une quinzaine de bâtiments. Voilà, donc moi je travaille sur ce projet-là. C'est pour... je viens calculer les bénéfices qu'il y a en utilisant la centrale de chauffage et de refroidissement urbain comparé à des systèmes de chauffage et de refroidissement classiques finalement. Donc pour ça, moi je travaille sur un bâtiment qui est dans le downtown, justement, qui est connecté à la centrale de refroidissement et de chauffage urbaine Énergir. Et donc ce bâtiment, je l'ai représenté ici là par qui consomme là ici 2 piles. On va parler en termes de piles pour les consommations énergétiques parce que ce sera plus simple. Et donc ici il consomme 2 piles. Donc pour calculer les bénéfices en utilisant cette centrale, je viens modéliser le bâtiment donc sur un ordinateur. Sauf que quand on modélise pas parfaitement bien à chaque fois. Donc ici vous voyez par exemple mon modèle, là il consomme 4 piles. Sauf que moi je voudrais qu'il soit exactement comme le bâtiment qu'il y a dans le downtown. Donc il consomme uniquement 2 piles. Et donc pour ça, je vais venir appliquer ce qu'on appelle la calibration. Donc ça permet de faire en sorte que mon modèle de bâtiment il soit exactement pareil que le bâtiment qu'il y a en ville. Donc là on voit qu'il est pareil. Et une fois qu'il est pareil, eh bien ici, je viens prendre exactement mon modèle, sauf que je vais venir juste changer les systèmes qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais venir mettre des systèmes dits classiques. Et ensuite, je vais juste comparer ces 2 modèles. Je vois combien consomme mon deuxième modèle et je vais venir soustraire du coup, les deux consommations et voir eh bien, quels sont les bénéfices. Voilà. Et pour l'instant, j'en suis à la première phase. Donc je suis en train de finir mon modèle. Et ensuite, je vais passer à la phase de calibration et ensuite à la phase de comparaison. Voilà. Il y a déjà... donc pour répondre à la question initiale sur est-ce qu'il est possible de réduire les consommations énergétiques des bâtiments, pour l'instant, il y a un projet qui a déjà été réalisé, mais avec une autre méthode. C'était par rapport à l'empreinte carbone. Et il a été conclu que utiliser par exemple une chaudière à gaz naturel, eh bien, ça augmente de 12% les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Avant, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à participer tout d'abord à une fresque du climat. Donc c'est un atelier de sensibilisation. C'est sous forme d'un jeu de 42 cartes. Et en fait, vous devez remettre en ordre de cause à conséquence ces cartes-là, et pour comprendre les enjeux liés au changement climatique. Et ensuite, il y aura une partie aussi avec quelles actions personnelles et collectives vous pouvez mettre en place. Et il y a aussi, récemment, qui a été sortie la fresque de l'économie circulaire. Et ça permet de comprendre justement comment fonctionne l'économie circulaire via le même type d'atelier avec des cartes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Super, alors on va maintenant passer à la période des questions. Si des personnes ont des questions, je vous invite à venir au micro les poser. Moi, je vais me lancer. Alors, merci beaucoup pour ta... Oui, il n'est pas allumé. Comment ça se fait? Voilà. 1, 2, 1, 2. Super. Alors, merci beaucoup d'abord pour ta présentation.
je voulais savoir, là, on a vu présentement dans Attendez, c'est parce que j'ai eu ma question et je ne l'ai pas formulée dans ma tête. OK, est-ce que tu serais capable de me donner d'autres exemples qui ont déjà été appliqués et qui fonctionnent présentement? On a eu des exemples avec l'énergie, la voiture, mais exemple, est-ce que des biais plus de consommation sont plus... N'est-ce pas? Est-ce qu'il existe d'autres exemples? Ouais, par exemple, je sais pas, il y a les imprimantes, c'est Xenox, je crois, il me semble. Donc en fait, c'est juste une entreprise qui vient installer des imprimantes, mettons, dans des universités. Et en fait, elles sont rémunérées via le nombre de copies qui ont été faites. Et elles vendent pas l'imprimante en elle-même. Ou alors, je sais pas, par exemple, il y a les pneus Michelin aussi. Donc on vend plus un kilométrage de pneus que le pneu en lui-même. Et ensuite, on remplace le pneu. Voilà. Je sais pas si c'était très clair. Veux-tu m'expliquer davantage le pneu Michelin? Dans le fond, c'est qu'on loue le pneu pour un certain kilométrage? J'ai pas de voiture, désolé. Tu vends un kilométrage de pneu. Donc ça veut dire que tu garantis au client que le pneu va te permettre de faire tant de kilomètres. Et ensuite, il est remplacé par Michelin. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui, oui. Tu permets en fait, pour l'économie de fonctionnalité, à la base, parce que je connais bien le fondateur un petit peu du concept, là, qui est un Suisse, que j'ai eu l'occasion d'avoir comme professeur invité en 2014. Le concept de base de l'économie de fonctionnalité, effectivement, c'est de vendre une performance d'usage plutôt que le produit lui-même. Mais en principe, à l'origine, c'est le manufacturier, en fait, qui met en œuvre la performance d'usage. Donc, la propriété du produit lui appartient. En fait, l'usage, en fait, c'est le client, évidemment, qui en dispose. Et pour les pneus en question, comme Michelin, en fait, ce n'est pas des pneus de véhicules de tourisme, c'est des pneus de flotte de véhicules de camions lourds. Michelin demeure propriétaire des pneus, s'occupe évidemment d'entretenir les pneus, de changer les bandes de roulement lorsque le pneu arrive en bout de cycle. Et lorsque le pneu est plus bon du tout pour accomplir sa fonction, Michelin le récupère, va déréticuler le caoutchouc et s'en servir comme matière première pour fabriquer autre chose. Alors, l'idée de l'économie de fonctionnalité, à l'origine, c'est d'avoir une boucle fermée entre le manufacturier et les clients, de manière à ce que le manufacturier ait toujours, évidemment, un contrôle sur la fin de vie de ses produits et toujours accès à avoir, en fait, un stock de ressources qui lui permet, en fait, d'éviter l'extraction de matières premières vierges. Juste pour précision. C'est ça. Merci. Voilà. Dans les bâtiments que tu as présentés, c'était des anciens bâtiments que tu connectais à des centrales de refroidissement et de chauffage? Ils sont encore existants. Ouais. Ouais, vas-y. Y a-t-il des manières d'intégrer des solutions d'énergie passive sur des bâtiments déjà existants pour des grands bâtiments résidentiels? Est-ce que c'est possible d'en faire des simples? Que ça intègre rapidement? Donc de remplacer la centrale par... Énergie passive, ça peut être des panneaux solaires que tu mets sur le côté du mur, des murs qui absorbent de la chaleur. Alors, ça, je t'avoue, je suis pas fin connaisseur des énergies passives, mais par exemple, la centrale la centrale à Énergir, la centrale de chauffage et de refroidissement, elle a rajouté en place justement des panneaux solaires et notamment des panneaux solaires thermiques pour préchauffer l'air de combustion et donc augmenter encore en efficacité dans la production de chaleur, par exemple. Voilà. OK. C'est bon. Merci. Salut. Moi, je connais pas du tout ce que c'est un modèle. Et je voulais savoir, c'est quoi qui fait, quand tu le fais, qu'il y a des différences? C'est quoi les données que tu utilises, puis comment ça se construit, puis c'est quoi qui fait qu'il va y avoir un décalage entre la réalité puisque toi, tu réalises dans ton modèle? Alors, moi, le modèle que j'ai fait, c'est un modèle en géométrie 3D d'abord. Donc là, on a toute la structure du bâtiment avec les types de construction, le pourcentage de fenestration aussi. Et une fois qu'on a toute la structure du bâtiment, je l'envoie dans un autre logiciel
Et dans les données d'entrée, en fait, je mets toutes les données liées à la dynamique du bâtiment. Donc, c'est l'éclairage, l'occupation, donc combien de personnes par mètre carré. Ça va être plein de données liées à la dynamique. Et en fait, c'est sur le... Donc, ce qui va venir changer, c'est pourquoi on n'a pas la même consommation, c'est ça. Donc ça va être... aussi, je rentre les types de systèmes, justement, de systèmes CVCA, donc de climatisation et de chauffage qui est à l'intérieur. Et en fait, il y a beaucoup de données d'entrée. Et parfois, c'est pas forcément... on n'a pas toutes les données qui sont toutes les données réelles. Donc on est obligé de faire des suppositions, donc de passer par des normes aussi. Et c'est ces choses-là en fait qui vont venir influer sur la consommation du modèle. Et les données que tu as, c'est qui te les donne? C'est les gestionnaires du bâtiment? Oui, c'est ça. Okay. J'ai des devis, par exemple, sur justement les systèmes qui sont en place. Et j'ai des factures énergétiques aussi. Voilà. Merci. Merci. Salut. Je me posais la question, là, tu es en train de calibrer, dans le fond, dans l'étape de calibrage. C'est ça. Puis, avec la comparaison que tu vas faire avec, justement, le modèle, si on veut, calibrer pour intégrer le système centralisé, si on veut, de centrale thermique ou réseau énergétique, est-ce que tu t'attends déjà à avoir une efficacité ou une amélioration de la consommation versus un système qui aurait été justement au bâtiment? Oui, dans l'idée, l'hypothèse c'est ça, c'est que c'est plus efficace. Et donc oui, je m'attends à avoir des bénéfices. Est-ce que tu as un ordre de grandeur? Honnêtement, non. OK. Je ne peux pas donner d'ordre de grandeur. Je préfère pas me... de prononcer. Je veux pas vous décevoir. Non, c'est bon. Puis est-ce que dans la littérature que tu as, est-ce que tu as des exemples, par exemple, ou voir justement, si tu n'as pas d'ordre de grandeur actuellement avec ton modèle, mais est-ce que tu as pu observer d'autres cas de figure? Pour l'instant, un seul, donc qui est vraiment bénéfique. Mais après, justement, c'est pour ça qu'il y a des projets comme le mien, c'est que il n'y a pas encore tant de... Sur les bâtiments, en tout cas, on est en train de travailler sur montrer que c'est vraiment bénéfique. Super, merci. Voilà. Merci. Merci Gauthier pour ta présentation. Yes, ouais, encore une fois. Alors, nous poursuivons avec Valérie Grenon qui nous présente la solution à tous nos problèmes. Le mycélium? Point d'interrogation. Pour la présenter, elle a obtenu une maîtrise en génie de l'environnement à l'ETS. C'est aussi une grande amatrice de plein air et depuis 2012, une joueuse de soccer par pur plaisir. Et elle est une passionnée de fromage. Pâte molle ou pâte dure? Pâte molle. Et elle considère que le secret, c'est d'être bien entouré. Hein? Alors, sur ces sages paroles, je lui laisse le micro. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du mycélium. C'est vraiment, si on veut, la solution à tous nos problèmes. Mais pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que le mycélium? En fait, on peut voir ça comme un réseau de neurones. C'est vraiment un amalgame de plein de filaments arrangés de façon vraiment dense. C'est la partie qui est souterraine du champignon, fait qu'on la voit pas. Fait que le champignon, normalement, ce qu'on mange, là, ce que tout le monde connaît, c'est vraiment comme la structure qui sert à la reproduction. Puis la partie souterraine, c'est vraiment la partie qui est la plus grande. En fait, 90% des végétaux sur Terre sont liés
avec les champignons, dans une relation qu'on dit symbiotique. Fait qu'en fait, ce que ça fait, c'est que les deux vont s'échanger des nutriments, mais ça va être bénéfique pour les deux organismes. Fait que les champignons vont apporter tout ce qui est azote, phosphore, carbone, tandis que les végétaux vont apporter toute l'énergie via le glucose et la photosynthèse. Donc, à quoi ça ressemble le mycélium sur pétri? Ben, moi, au début, j'ai eu une de ces images-là. Moi, ça me fait juste penser à des corgis, là. Mais par contre, le mycélium, il n'est pas invincible. Quand on parle des changements climatiques et de la déforestation, ben, ça affecte aussi la richesse des terres, puis ça affecte le mycélium. Tout ce qui est aussi agriculture moderne puis l'utilisation de fongicides, ben, c'est nocif pour les champignons. Fait que le mycélium, on peut un peu comparer ça à ce que les coraux sont pour l'océan, mais le mycélium, c'est ça que c'est à la Terre. Fait que l'incroyable règne des champignons. Je vais vous nommer plusieurs trucs, vous allez me dire si vous pensez que les champignons sont impliqués. Fait qu'on va commencer par la pénicilline, un antibiotique révolutionné la médecine moderne, effectivement. On parle de Penicillium notatum. En fait, c'est pas le champignon en tant que tel qui est utilisé, mais c'est un des composés qu'il produit. Ensuite, le fromage bleu. Encore une fois, le Penicillium roqueforti. Puis finalement, quand je vous parle de bière puis de pain, est-ce que c'est impliqué dans le règne des champignons? Oui, effectivement. C'est pas des champignons, c'est des levures, mais ça rentre dans le même règne. Donc ici, on a des emballages éco-responsables, du cuir ou de la cuirette, des panneaux acoustiques, puis du bacon vegan. Est-ce que, selon vous, ça a rapport avec les champignons? Étonnamment, oui. C'est tout à base de mycélium, que vous le croyez ou non. Il y a plusieurs entreprises qui se spécialisent là-dedans, fait que c'est vraiment intéressant. Fait que pour revenir à mon projet, on va commencer avec la laine rose, la laine de verre. Tout le monde connaît ça, c'est ce qui est grandement utilisé pour isoler nos maisons. Ben ça, en fait, c'est composé de silice. Puis la silice, il faut que ça soit chauffé à des températures vraiment élevées pour être capable de donner la forme de la laine de verre. Fait que chauffer autant, mais c'est pas très éco-énergétique, on s'entend. Fait que est-ce qu'on serait capable d'utiliser les champignons pour en faire des panneaux pour l'isolation thermique? Fait que ça, c'était en fait le sujet de mon projet. Fait que moi, j'ai utilisé Pleurotus striatus, plus connu sous le nom de pleurote en huître. C'est un champignon qui est comestible. Son rôle, c'était d'agir un peu comme la colle, comme le liant du matériau. Ensuite, il y avait les copeaux de frêne, qu'eux, ils savaient vraiment faire la structure. Et les grains de sel, que c'est un peu comme l'engrais, c'était le catalyseur pour que ça pousse plus vite. Puis à la fin, ben moi, on aurait pu faire des panneaux, là, mais moi, c'était plus sous la forme de briques à cause de contraintes d'espace. Fait que l'avantage du matériau, c'est qu'à la fin de sa vie utile, ben, il est 100% compostable. L'économie circulaire là-dedans, c'est le frêne. En fait, à cause de l'épidémie d'agrumes du frêne qui affecte Montréal et un peu tout le Québec depuis 10-15 ans, ben, il y a vraiment beaucoup de frênes qui sont morts puis qu'on doit trouver des débouchés. Fait que la réduction sous forme de copeaux, ben, c'est vraiment... c'est beau pour faire du paillis, là, mais à un moment donné, on a assez de paillis, fait que faudrait trouver d'autres débouchés. Fait que comment j'ai procédé? En fait, la culture du mycélium, c'est un peu comme faire de la culture comme faire du pain. Ça nécessite plusieurs étapes, avec des temps d'attente entre chacune des étapes. Fait que ça commençait sur gélose. Un coup que la gélose était toute blanche, toute colonisée, ben, je raclais tout ce qui était blanc, tout ce qui était le mycélium. Je le mettais dans des grains de sel qui étaient stériles. Un coup que le sel il était rendu tout blanc, lui aussi, tout colonisé, ben je mettais le sel colonisé dans mon frêne, mais j'attendais encore que ça devienne tout blanc, tout colonisé. Par la suite, on parle d'un intervalle d'à peu près 2 semaines dans chacune des étapes, là, quand tout va bien. Ensuite, je l'ai mis dans des moules pour lui donner la forme désirée. Puis un coup que le mycélium avait vraiment pris tout l'espace du moule, ben là, j'ai pu démouler, le faire cuire ou sécher au four pour inactiver le champignon, pour que le matériau reste inerte. Là, on ne veut pas que les champignons commencent à se propager dans les murs. Puis ensuite, deuxième partie du projet, ben, c'était caractériser. Ça a-tu vraiment un potentiel pour l'isolation? Fait que, en résumé, j'ai été, mettons, pour l'insonorisation acoustique. On veut tous pas entendre notre voisin qui parle le soir, fait que c'est bien que le son passe pas. Puis aussi pour l'isolation thermique, idéalement, le chaud, on veut pas qu'il rentre l'été, puis le froid, on veut pas qu'il rentre l'hiver. De quoi que ça a l'air au microscope? L'image de gauche, c'est au microscope optique, là, fait que dites-vous que ce qu'on voit, c'est à peu près la grosseur d'une tête d'épingle. C'est un copeau qui a été colonisé par le mycélium, fait qu'on voit vraiment tous les filaments, tandis qu'à droite, c'est au microscope électronique à balayage. Tous les petits ronds, si on veut, c'est comme des filaments qui vont éventuellement se créer pour
agrandir le réseau de neurones. Fait en conclusion, oui, c'est possible de remplacer la laine de verre par des solutions plus écologiques. C'est aussi possible de donner une deuxième vie à de nombreux déchets végétaux. Là, j'ai utilisé le frêne puis les pleurotes en huître, mais on pourrait faire d'autres combinaisons selon les affinités. Puis, effectivement, les champignons peuvent apporter plus de bien que de mal. Fait que voilà, merci de votre écoute. Encore une fois, cher public, le micro est à vous. Bonsoir. J'avais juste une question. Est-ce que dans la caractérisation du matériau, il y avait celle de flexion ou des choses comme ça? Est-ce que ça allait plus se casser, être plus friable? Ouais, j'avais un test de compression, en fait, là, mais là, c'est sûr qu'on ne l'utilise pas en structure. Là. Ouais, Mais je te dirais que le principal problème, c'est qu'un coup que la forme est faite, on ne peut pas vraiment couper le matériau. C'est trop friable. Fait que c'est vraiment, faut que tu lui donnes ta forme voulue dès le départ. Ok. Mais bon, il pourrait avoir... Donc genre en panneau direct. la technique pourrait très grandement être améliorée. Là, c'est expérimental. Non, très cool en tout cas, bravo. Merci. Est-ce qu'il y a des endroits qui ont prévu d'utiliser peut-être un test pilote dans une maison? Au Royaume-Uni, ça a été homologué par leur espèce d'agence là, comme matériau reconnu, mais j'en sais pas plus de détails, là, mais ouais, ça a de l'avenir. On espère. On l'espère. Salut, merci pour la présentation. À quel point c'est possible d'en produire à grande échelle et c'est quoi les différences en termes de prix, de coûts de production par rapport à ce qui se fait actuellement? C'est une très bonne question. En grande échelle, le principal problème, c'est l'espace. Parce que comme je vous ai dit, moi, OK, c'était pas optimisé comme processus, là, mais j'avais environ 2 semaines d'attente entre chacune des étapes, ce qui nous mène à 1 mois et demi, 2 mois pour obtenir le matériau. À grande échelle, ben là, on aurait vraiment besoin d'espace d'entreposage. C'est dans la laine de verre, les matériaux rentrent, puis à peu près 1 heure après, c'est ressorti de l'usine, puis c'est prêt à être commercialisé. Là, si on parle de 1 mois et demi, 2 mois d'attente, c'est long. C'est pas très viable. Il faut aussi que tout le processus soit stérile, fait que c'est compliqué à grande échelle. Puis, c'était quoi la deuxième partie de ta question? Est-ce que ça coûte cher? Ah oui, c'est vrai. Ben, ça pousse à 25 degrés Celsius dans mon cas, là, fait qu'on peut quasiment dire température ambiante. Fait que côté chauffage, ça coûte pas grand-chose. Le mycélium, on peut le propager de façon indéfinie. Dès que ta souche, tant que tu la gardes viable, tu es capable de la propager. Fait que théoriquement, tu l'achètes juste une fois. Puis les copeaux de freine, ben, s'il y en a trop, puis il y a de la place à l'expansion, puis la ville de Montréal sait pas quoi faire avec, ben, ça se peut très fortement que tu essayes à bas prix. Fait que je te dirais que non, ça coûterait pas trop cher. Salut. Excuse-moi, c'est quoi les substrats que vous avez utilisés pour faire le test, pardon? Les substrats, le matériel, c'était la paille? C'était des copeaux de freine puis des grains de seigle. Ah, des grains de seigle. Bon, c'est très bien ça. Est-ce que vous avez déjà envisagé utiliser les grains de seigle, mais sur un schéma d'économie circulaire, mais plutôt pour l'alimentation humaine, c'est-à-dire enrichissez avec toutes les propriétés du mycélium déjà, puis le donner en farine ou quelque chose comme ça. Puis, est-ce que ça c'est dans les cadres de vos études là? Ben, en fait, si on prend les champignons, on pourrait prendre les mycorhizes. C'est déjà utilisé en agriculture pour justement favoriser la croissance, si on veut. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais comme favoriser la relation symbiotique entre, mettons, le plant de seigle, dans ce cas-ci, puis le champignon. Là, mais non, théoriquement, les grains de seigle ne font pas partie de l'économie circulaire parce que, comme tu as parlé, ça rentre dans l'alimentation humaine. Fait qu'idéalement, on s'en servirait pas, on trouverait un autre engrais ou catalyseur qui pourrait faire le même job. Là. Bon point. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites pour savoir quelle est la durée de vie, en fait, d'un isolant à partir de mycélium, d'une part, puis d'autre part, est-ce que ça peut pas servir de bouffe à des insectes, par exemple, qui pourraient venir, ou des souris, ou peu importe, là? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la durée de vie du matériau? C'est une très bonne question. Je te dirais que côté opinion publique, ça va être si ça part à grande échelle, éventuellement, ça va être le plus gros défi. Ouais. Pas à ce que je connais pour la durée de vie. C'est sûr qu'ils sont capables de faire, comme j'ai présenté tantôt, des emballages, c'est à courte durée de vie, là, on ne parle pas d'isolation. Puis côté insectes, ben, tu sais, tout le côté humidité, là, s'il y a de l'humidité qui revient, est-ce que le champignon recommence à pousser? Ce qui est une probabilité, mais en même temps, si tu as une infiltration d'eau chez toi,
tu vas tout ouvrir tes murs, tu vas tout stripper, Ouais. puis tu vas enlever ton isolant. Fait que tu ferais la même chose dans les deux cas. Ouais. Fait que ça aurait pas tant d'impact. Puis en termes de fin de vie, là, qu'est-ce que. C'est un isolant comme ça, admettons qu'on rénove la maison, on enlève l'isolant parce que, bon, peu importe, il ne fit plus avec le nouveau design. Qu'est-ce qu'on fait avec le matériau? Éventuellement, on le composte, tout simplement? Tu le ou- graines dans ton jardin, puis t'attends Ouais. une couple de mois, là. Ouais. Ah ouais, tu le compostes, là. Ouais. OK, d'accord, merci. Merci. Valérie, tu m'as eu en insonorisation sonore. Moi, dans mon appart, les murs sont en carton. Plus capable d'entendre mon voisin. Fait que ça ferait très bien. OK. Sur ce, je vous propose qu'on se prenne une petite pause de 10 à 15 minutes, qu'on aille se dégourdir un peu les jambes. Et moi, de mon côté, je vais aller célébrer la levure. On se revoit dans 10 à 15 minutes. Alors, il ne reste plus qu'une seule présentation, et ce sera celle de Joliane Morissette. Et le thème de sa présentation est le zéro déchet alimentaire. Quel est le rôle de l'offre? Petite présentation. Elle est étudiante au doctorat à la Polytechnique Montréal. Joliane Morissette est aussi détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires trilingue et d'une maîtrise en sciences appliquées. Ses recherches visent principalement à identifier les leviers motivationnels à l'adoption de comportements éco-responsables. En collaboration avec l'organisme environnemental Équiterre et la Société du parc Jean-Drapeau, les recommandations qui découlent de ces analyses visent à guider les organisations vers l'éco-responsabilité. Je lui laisse la parole. Juste à te mettre. Oui, OK. Dirais-tu qu'ici, c'est correct? OK, c'est parfait. C'est drôle, je pensais que j'avais une page de présentation. Je suis désolée, finalement, j'en ai pas. Avant de commencer, depuis tantôt, on voit défiler nos noms avec nos photos. Puis un de mes mots-clés, c'est la consommation. Je tiens à dire, je ne sais pas dans quel état d'esprit j'ai écrit consommation, mais ça représente un peu mal ma recherche et ça me gêne. Mais c'est pas grave. Je voulais juste l'accuser tout de suite. Fallait que je dise. Donc, j'étudie le zéro déchet. Il y a certains membres, d'ailleurs, du réseau qui ont déjà vu cette présentation. Vous pourrez répondre aux questions à ma place, si vous voulez. Le zéro déchet, bon, ben, j'étudie qu'est-ce qui le motive. En fait, c'est ça, on a fait une étude avec Équiterre, pan-canadienne, sur les leviers puis les freins à l'adoption du zéro déchet. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, bien, au-delà de l'individu, qu'est-ce qui peut motiver ou freiner l'adoption du zéro déchet? C'est facile de dire c'est un comportement éco-responsable, ça revient à l'individu de le faire, de l'adopter, oui, mais qu'est-ce qu'il y en est de l'offre? S'il n'y a pas d'offre autour de lui, ben, il ne peut pas le faire. Certaines variables démographiques aussi du quartier dans lequel on habite, on sait que les centres urbains, puis juste en général, les municipalités dans lesquelles on habite, bien, elles habitent justement elles-mêmes des réalités très différentes. Donc, quel est le rôle de ces choses-là? Est-ce que l'accès à des magasins de proximité joue un rôle aussi? Et finalement, ben, j'ai cherché à voir, est-ce qu'avoir des croyances pro-environnementales fortes, est-ce que ça augmente ces comportements-là? Est-ce que ça les facilite? Est-ce que ça les freine? À voir. En lien avec d'autres variables, je vais tout vous expliquer ça. Donc, on a réalisé, en effet, qu'il y a des liens avec le quartier dans lequel on habite, que c'est pas seulement l'individu à lui-même qui a le rôle d'adopter certains comportements, mais que là où on habite, ça dépend de plein d'affaires. Donc, je vous ai dit, étude pan-canadienne, qu'est-ce qu'on a évalué? Bien, les habitudes de consommation zéro déchet. On a aussi récolté des informations sur le lieu de résidence, puis sur plein d'autres affaires. Mais dans ce cas-ci, c'est ce qui m'intéresse. Donc, ce qu'on a fait, c'est que il y avait le code postal des gens qui ont répondu au sondage. On les a mis sur la carte canadienne et à partir de là, on a pu les lier avec les données du recensement canadien. En faisant ça, en fait, on avait les informations justement relatives au quartier dans lequel les gens habitent. Donc, au-delà de leur âge à eux, mais est-ce qu'ils vivent dans un quartier, justement, l'âge médian, c'est quoi le revenu médian, toutes ces informations-là. Et on a aussi, avec ça, réussi à trouver une carte avec tous les magasins d'alimentation au Canada. Et donc, à partir de toutes ces informations-là, on a pu créer des cartes du quartier des gens dans lequel les gens habitent. Donc, je sais qu'il y a un pointeur, mais je ne me souviens plus comment l'utiliser. Donc, si vous regardez ici, il y a... oui, c'est pour ça qu'il fallait que je reste là. OK. Si vous regardez ici en haut, ben, c'est une carte de Montréal, par exemple, un répondant type de Montréal. On a créé autour de chez lui un rayon et on a compté le nombre de magasins. Donc, on l'a lié au secteur de recensement et on a aussi compté le nombre de magasins dans un rayon de 1 km, qui est à peu près une quinzaine de minutes de marche dans de très bonnes conditions à Montréal.
Donc, pas tout le temps. Et ici, ben, même chose, mais pour quelqu'un qui habite dans le nord de l'Ontario, on voit que beaucoup moins de magasins d'alimentation dans le nord de l'Ontario. En fait, c'est sûr que c'est des magasins qui sont répertoriés. Là, on se doute qu'il y a un magasin d'alimentation qui dans un rayon de ces gens-là, mais on voit quand même qu'il y a une inéquité. On ne peut pas penser que, ou du moins, il risque d'avoir des différences dans la consommation en général alimentaire de ces deux personnes-là, vu le nombre de magasins qui séparent ces deux réalités. Et donc, à partir de là, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un modèle statistique et je vais vous expliquer les variables qu'on a utilisées. Donc, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits et finalement, les variables qui étaient les plus pertinentes, c'était l'offre alimentaire de proximité, donc vraiment le nombre de magasins d'alimentation dans un rayon de ces gens-là, l'âge médian des résidents du quartier, résidentes, la taille moyenne des ménages du quartier, le fait de se rendre en auto ou non à l'épicerie. Et ça, c'est assez intéressant, je vais en parler un peu plus. Puis finalement, ben, on a aussi évalué l'effet modérateur des croyances pro-environnementales. Je vais encore une fois vous en parler. Donc, on a vu que l'offre alimentaire joue un rôle important. Donc, on voit qu'il y a une corrélation entre la quantité de magasins d'alimentation proche d'une personne et la fréquence à laquelle cette personne-là fait des achats zéro déchet. L'âge médian des résidents aussi, on va voir, ça fait une courbe bien intéressante en U. Concave, convexe, qui sait? Je ne sais pas non plus. C'est difficile, je ne sais pas, c'est une forme de U. La taille moyenne des ménages du quartier joue un rôle positif. Il y avait la réponse ici, donc c'est concave, hein, c'est ça? Concave, merci. Okay. Le fait de se rendre en auto à l'épicerie, ça joue un rôle négatif assez important, je vais en reparler. Et finalement, l'effet modérateur des croyances pro-environnementales. Et donc, quand on regarde ici, ça, c'est la courbe de l'âge concave. Donc, on voit que plus une personne habite dans un quartier jeune, plus elle a tendance à avoir une fréquence d'achat zéro déchet élevée. Et plus elle vit dans un quartier vieux ou avec un âge plus avancé, plus elle a tendance à avoir des comportements éco-responsables et une fréquence d'achat zéro déchet élevée. Et donc, avec un minimum à ce que j'ai arrondi à 46 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans la mi-quarantaine? Oui? Pouvez-vous nous dire votre prénom? Parfait. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous faites du zéro déchet? Non? Est-ce que vous voulez... Non, mais c'est correct. Tout le monde fait ses fruits et légumes, là. Ça, on le compte pas. Mais non, c'est une blague. Non, mais en fait, on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui arrive quand un quartier... C'est ça, mais c'est exactement là que je m'en allais. Vous avez littéralement déjà vu ma présentation. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais on se demande, est-ce que c'est une question... en fait, c'est surtout l'âge à laquelle la vie active est la plus active. On a des enfants, on a peut-être une hypothèque à payer. On n'a pas beaucoup de temps, en fait, qui pourrait être ce qui cause ces différences-là. Ça ici, donc on vit dans un quartier qui est peut-être avec un âge moyen médian de 46 ans, mais qui pourrait aussi expliquer simplement le fait que les gens ont moins de temps. L'effort semble plus grand aussi. Une des pistes que nous, on a trouvées. Sinon, je vais passer directement à l'effet modérateur. En fait, qu'est-ce que c'est une modération? C'est qu'on a testé la modération si on ajoute les croyances pro-environnementales à la relation entre le mode de transport déclaré pour se rendre à l'épicerie et la fréquence d'achat zéro déchet. Ben, c'est quoi l'effet de ça? Ce qu'on voit ici, c'est que la ligne en bleu, pour les gens, c'est écrit un peu petit. La ligne en bleu, c'est les gens qui ont des faibles croyances pro-environnementales. Et la ligne en rouge, c'est les gens qui ont des fortes croyances pro-environnementales. On voit que c'est un peu contre-intuitif. Les gens qui ont plus de croyances font moins de zéro déchet. Ça, comment on peut l'expliquer? Bien, ça pourrait être parce que, par exemple, l'exposition à la nature est liée à la fréquence, aux croyances pro-environnementales. Et peut-être que les gens qui vivent plus en nature ont de fortes croyances, mais qui ont aussi accès à beaucoup moins d'offres alimentaires parce qu'elles vivent en région. Et donc, ça pourrait expliquer d'une part. Il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient expliquer. C'était mon hypothèse. Donc, mais ce qui est vraiment positif ici, c'est qu'on voit que même si les gens en font moins, ben l'effet négatif de se rendre en auto n'existe plus. Parce qu'on voit que ça reste pratiquement une ligne droite. Et donc, si on a de fortes croyances pro-environnementales, ça fait que l'effet négatif des autres variables est moins important. Et donc, on est moins affecté par le fait de se rendre ou non en auto. Et ça, c'est assez intéressant parce que si on
on a des résultats semblables pour plusieurs autres variables, bien, on peut voir que, dans le fond, on réduit l'effet négatif. Et donc, avoir de fortes croyances, ça fait qu'on est peut-être un peu plus convaincu des comportements, qu'on se rende en auto ou non à l'épicerie, par exemple. Un des trucs qui est intéressant aussi, c'est que... non, mais en fait, je peux skipper. OK. C'est correct, je vais faire tout le reste de ma présentation ici, mais on s'est questionné, bien, c'est à qui de faire le changement, dans le fond, parce qu'on voit qu'il y a une partie qui est individuelle. Si une personne veut faire du zéro déchet, elle en a proche de chez lui, elle va pouvoir le faire, mais c'est à qui de faire ces changements-là pour augmenter l'offre? Bien, on voit que c'est une vision qui est plus systémique. Hein. C'est pas seulement à la personne de se rendre. C'est facile de dire ça, puis de toute façon, ça serait un peu contre-intuitif aussi au niveau environnemental de demander aux gens de se rendre toujours dans des magasins zéro déchet, peu importe ils se trouvent où par rapport à chez eux. Se rendre à 35 minutes d'auto pour sauver sur des plans plastiques, moi, je ne sais pas, mais j'ai peut-être l'impression que si on fait la balance de tout ça, ce n'est pas nécessairement la meilleure des options. Et donc, on doit prendre en compte les réalités des différentes personnes et de ne pas, justement, prendre un one-size-fits-all quand on vient à l'offre alimentaire au Canada. On sait que les réalités canadiennes sont vraiment différentes d'une région à une autre. Même au centre même de Montréal, l'offre alimentaire dépend vraiment du quartier dans lequel on habite. Et donc, c'est important que, par exemple, les municipalités, qui sont les autorités gouvernementales qui développent l'offre alimentaire, mais qu'elles soient au courant de ça et qu'elles le prennent en compte dans ces réalités-là. Il faut développer une offre aussi alimentaire de proximité. Et ça va au-delà du zéro déchet. C'est aussi une question d'équité. Tout le monde devrait avoir équitablement accès à une offre alimentaire qui est diversifiée. Et on sait que ça a un rôle aussi sur la fraîcheur des aliments qui est ingérés, sur le prix de ceux-ci. Puis finalement, j'avais déjà dit le rôle clé des municipalités, mais les gouvernements se doivent de faire partie de ces changements-là. Ce n'est pas qu'un changement qui est individuel, même si c'est un comportement de consommation qui l'est au final, parce que j'arrête pas de frapper le fil. Je crois que c'était tout. Et donc, faites du zéro déchet, c'est important. Mais on réduit à la source le plastique et donc la production de plastique au-delà de la consommation de ce plastique-là. Et c'est tout. Merci. Salut, merci beaucoup pour la présentation. Ça me fait plaisir. Je me demandais juste sur la sélection des lieux, des espaces d'alimentation. Oui. Est-ce que c'est uniquement des magasins affichés comme zéro déchet ou c'est n'importe quel endroit d'alimentation qui a un accès qui propose une offre de zéro déchet? Non, en fait, c'est n'importe quel magasin d'alimentation. En ce moment, au Canada, c'est impossible d'avoir une liste. Une liste. C'est impossible d'avoir une liste. En fait, il y a une liste de tous les magasins d'alimentation, mais en alimentation, ça inclut beaucoup plus largement que les épiceries. Là, fait qu'on parle de tous les magasins spécialisés, de tous les magasins zéro déchet, mais aussi de tous les magasins. Les dépanneurs rentrent là-dedans, parce qu'en fait, ça fait partie de l'offre alimentaire d'un quartier. Et donc, non, il n'y a pas moyen de savoir. Ça fait partie des limites, en fait. On ne sait pas s'il y a un lien, mais on sait que plus il y a, par exemple, de diversité dans un quartier, plus il y a de nombre, plus il y a de diversité. Et donc, on peut lier un peu le fait que... on ne sait pas s'il y a du zéro déchet, mais il y a quand même plus d'offres. Okay. Donc, et j'en avais juste une deuxième. Je ne sais pas si j'ai loupé la phrase, mais est-ce qu'il y avait une corrélation directe entre revenus et... habitude de zéro déchet? Oui, en fait, non, c'est ça, je ne l'ai pas mis dans mon modèle parce qu'il y avait une corrélation, si je me trompe pas, avec la taille du ménage. Il y avait une corrélation entre la taille du ménage puis le revenu, puis la taille du ménage s'avérait un résultat plus significatif. Donc, on n'avait pas gardé le revenu. En général, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'éco-responsabilité est un truc de gens qui ont de l'argent. C'est pas ceux qui portent la crise à bout de bras, mais c'est ceux qui ont les moyens de faire du zéro déchet, parce qu'en ce moment, puis ça fait partie des freins, en fait, à la consommation individuelle, c'est que ça coûte assez cher en ce moment, le zéro déchet. C'est pas une option qui est moins chère, pas du tout. Okay. Merci. Ça fait plaisir. Salut. J'ai aucune intention de diviser le public, mais je voulais savoir, finalement, c'est quoi le quartier de Montréal qui est le plus éco-responsable? Qui est le plus éco-responsable? Ben, je sais pas, c'est ça, c'est difficile. Si on y va avec les variables qu'on a données, ben, ça serait un quartier qui a beaucoup d'offres alimentaires, dont l'âge est soit jeune, soit vieux, fait que pas entre les deux.
La taille moyenne des ménages devrait être élevée. Puis je n'ai aucune idée, en fait, les gens, c'est pas comme ça qu'on a divisé l'étude. Mais si je devais dire, je pense qu'il y a, quand on regarde à Montréal, les magasins zéro déchet sont beaucoup dans Petite Patrie, Villeray, c'est beaucoup dans ce coin-là. Mais tu sais, est-ce que ça veut dire grand-chose? Je ne sais pas. OK. Parce que c'est pas comme ça qu'on a divisé. Tu sais, je les ai tous mis sur la carte sans me questionner à savoir si ces gens-là faisaient ou non du zéro déchet. C'était plus comme une des variables parmi tant d'autres. Désolée. Merci. J'ai pas la Merci, en tout cas. réponse. Allô? Allô? Ça rejoint un peu la première question là, par rapport à c'est quoi justement comme l'offre alimentaire, de quoi on parle. Oui. Je me demandais si en région, tu avais pris en compte que, mettons justement, ces gens-là, ils sont plus proches des producteurs. Tu sais, ils peuvent acheter, pas nécessairement dans un magasin, Non. mais... Non, c'est ça. On est vraiment là avec les points de vente. OK. Parce que c'est vrai qu'ils ont une offre de proximité vraiment intéressante, mais c'est difficile de généraliser, en fait. Fait que non, tu sais, parce qu'on avait... En fait, je ne l'ai pas dit, mais il y a 2000 personnes qui ont répondu à l'étude. Fait que c'est vraiment beaucoup. Fait qu'on ne pouvait pas vraiment prendre la réalité de toutes les régions. Mais un truc aussi d'être plus proche des producteurs, c'est que c'est très saisonnier souvent. Fait qu'on peut... Tu sais, c'est difficile de... On a évalué, bon, un zéro déchet... je me souviens pas, je pense que c'était en hiver. Mais de toute façon, on ne demandait pas comme précisément pour quelques mois. Fait que ça aurait été difficile d'évaluer, mais c'est vrai que c'est une avenue intéressante. C'est tout. Oui, absolument. Oui. OK. Oui, c'est ça. Bon. Oui, en effet, c'est vrai que c'est un résultat intéressant. Les hommes albertains faisaient plus de zéro déchet que, mettons, les femmes québécoises. Les femmes, en fait, même pas que... Mais c'était juste comme... On aurait dit que c'était tellement contre-intuitif, on pensait pas que ça allait aller là. Mais c'est aussi, par rapport à ça, peut-être une compréhension de ce que c'est que le zéro déchet. On le définissait clairement, c'était quoi, mais peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Puis justement, en fait, il y avait une question, est-ce que vous faites du zéro déchet, oui ou non? Puis à partir de ça, de là, les personnes qui disaient oui, on leur demandait la fréquence à laquelle ils consommaient du zéro déchet. Mais nous, ce qu'on a fait dans cette étude-là, c'est que j'ai juste pris la fréquence et que j'ai mis que les gens qui disaient non, j'aurais mis une fréquence de jamais. Mais je trouvais que c'est peut-être plus révélateur parce qu'une fois qu'on regardait la fréquence, là, on voyait que c'était pas si élevé que ça, alors que quand on regarde juste le oui-non, bien là, c'est très élevé, tu sais. Okay. Mais tout le monde fait une certaine partie de son épicerie, mettons, fruits et légumes, c'est très accessible de le faire en zéro déchet. Mais quand on regarde vraiment la fréquence, bien là, ça diminue assez vite, là. La moyenne est quand même basse. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour, merci pour la présentation. Ben, je pense que ça met très bien la table sur ma question qui était peut-être un peu triviale, mais finalement, c'est quoi cette proportion-là de personnes qui font du zéro déchet? Bien, c'est ça. C'est que, en fait, surprenamment ou pas, je ne sais pas, il y a 40% des 2000 personnes qui ont répondu, qui ont déclaré faire du zéro déchet. Wow. À la question oui-non. Okay. 40%. Puis là, une fois qu'on est allé vers l'indice de vraiment de fréquence, merci, là, ça diminuait vraiment. On voyait que la fréquence n'était pas si élevée que ça au final. Fait que même si on déclare oui, c'était pas rare qu'il y avait des gens qui disaient je fais toujours, mettons, mes fruits et légumes, mais tous les autres types d'aliments, je le fais jamais. Donc, la moyenne restait assez basse, là, même si 40%, mettons, avait dit oui. Merci. Là, ça fait plaisir. Tu peux laisser ici, génial. Merci beaucoup, Joliane. Alors, c'était déjà notre troisième et dernière présentation de la soirée. Je pense qu'on peut donner une dernière bonne main d'applaudissements à tous nos présentateurs. Oui! Merci beaucoup. Yes! Je tiens aussi à vous remercier, très cher public, nombreux qui remplit la salle au complet. Une autre main d'applaudissements pour vous! Yes! Vous qui choisissez ce soir de venir encourager la diffusion de la science vulgarisée au grand public. Également, merci à nos présentateurs, présentatrices, je l'ai déjà dit, mais on peut le dire encore.
À nos bénévoles, bien sûr, qui sont ici, qui tiennent la technique. Yes. À notre collaborateur, le REC. Yes, fidèle collaborateur. Ainsi qu'au Saint-Houblon, qui nous accueille ici, dans sa salle. Et bien sûr, Élise, qui s'est occupée du service. Est-ce que ta collègue était... Non, oui. Yes, c'est sûr, ça. Également, nous vous invitons au prochain événement qui aura lieu le 28 février et qui sera cette fois-ci en collaboration avec la revue La Synthèse. 29 février, 28 plus 1. Hein? Bisextile. Ah. Hey, il a fallu que ça tombe cette année. OK. Alors, le 29 février, à 18h, ici même, au Saint-Houblon-Cause-des-Neiges, et c'est maintenant l'heure du quiz. Alors, il va y avoir un code QR qui va apparaître à l'écran. Vous aurez une dizaine de minutes pour y répondre et on se reparle après ça pour voir les résultats. I still